Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rodolphe Cassot, je suis l'auteur d'un roman intitulé Le dernier jour du tourbillon qui paraîtra le 2 juin aux éditions aux Forges de Vulcain. Le tourbillon, c'est un huis clos qui se passe dans un bar, un rad, un bistrot de quartier, appelez ça comme vous voulez, comme vous en connaissez peut-être vous-même. Et en fait, vous allez vivre une aventure pleine de rigolade, j'espère, et de petites choses rocambolesques. Du début de la soirée jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture, et peut-être même au-delà de la fermeture. Je profite en fait de ce moment où je vous parle pour vous emmener découvrir des bars. J'ai envie de montrer des lieux, des ambiances, des personnages aussi qui ont pu m'inspirer pendant l'écriture de mon roman, pendant la création du bar fictif qui s'appelle Le Tourbillon et que j'ai imaginé pour cette histoire. Et pour cela, avec Pierre qui est derrière la caméra, on vous propose une mini-série où on va visiter plusieurs bars que j'aime bien, que je fréquente depuis longtemps ou depuis peu importe. Et cette mini-série ne sera pas disponible sur Netflix, ne sera pas disponible sur Amazon, ne sera pas disponible sur Disney+, mais en exclusivité mondiale sur le YouTube des éditions aux Forges de Vulcain. On commence tout de suite avec un premier bar, je vous emmène, j'espère que vous êtes prêts, allons-y. Alors ici on est à Pantin, on est rue Méhul qui était un compositeur pas très célèbre. De toute façon les rues de Pantin souvent c'est des artistes ou des communistes, sinon des artistes communistes. Je tenais à m'arrêter ici devant ce mur de briques rouges qui nous rappelle le passé industriel de la ville de Pantin. Donc ce mur derrière c'est la brasserie Gallia qui est un endroit très particulier puisque c'est un entrepôt dans lequel des gens ont repris une vieille marque de bière parisienne qui n'était plus en activité et qui ont complètement recréé la marque. Et surtout, imaginez une brasserie, vous allez voir c'est un endroit assez hallucinant, hyper convivial, hyper sympa et c'est devenu très rapidement après l'ouverture il y a quelques années, un endroit central de Pantin et de la vie nocturne de Pantin. Je crois qu'on approche. Les amis, je vous présente Emeline. Emeline, tu es la chef du bar, comment on pourrait dire, l'animatrice. Directrice d'exploitation et programmatrice. Ouais. Voilà, parce que tu joues beaucoup, comment dire, un rôle important dans l'animation du lieu. On va en parler. Déjà, pour parler de Gallia, à l'origine, c'était des entrepôts qui ne servaient plus à rien avant que ce soit investi par la... Ici, c'était une ancienne chaudronnerie, ouais, et c'était une usine qui a été ensuite abandonnée. Ouais. Et ensuite réoccupé par nos deux fondateurs, Jacques et Guillaume, qui ont récupéré les lieux, qui ont récupéré la marque Gallia, qui était une marque qui existait depuis 1890, qui avait été rachetée, démantelée fin des années 60. Et ensuite, ils ont racheté les droits de la marque, relancé la marque, et ils se sont installés ici peu de temps après, quelques années plus tard. Et ils ont réinvesti le lieu et occupé au fur et à mesure. La particularité du lieu, c'est que la bière est produite ici. Là, on verra, mais ici, là-bas, il y a... la partie usine, brasserie, avec ses grands fûts énormes. Et ce qui est super, c'est que la bière arrive des fûts, là où elle est fabriquée, directement là, dans les buses. Ouais, on a une petite zone tampon, ils la fabriquent ici. Ça passe par les tuyaux en inox que tu vois là. D'accord. Ça arrive jusque dans l'équivalent de nos fûts là-bas, qui sont des tanks de 1000 litres chacun. Et ensuite, ça repart dans des tuyaux, ça revient ici dans des tuyaux réfrigérés, et ça arrive jusqu'ici au niveau des becs. C'est pas une usine à gaz, c'est une usine à bière. Ah, c'est une usine à bière. Exactement. Et alors, il y a toute une variété de bières, et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois, les bières, il y a des standards, les classiques, qu'on retrouve à chaque fois. Et puis à chaque fois des nouvelles, des expérimentations, tu as l'impression qu'on joue un peu aux apprentis sorciers là-bas et que ça donne des bières à chaque fois un peu faux-folles. Et c'est que de la bière qu'on boit ici ou j'ai l'impression que c'est quand même à 80% de ce que vous servez, quoi. C'est vraiment, on est là pour ça. Alors on est avant tout un bar à bière, on fabrique aussi ce qu'on appelle de la bière pour la contraction des vins et bières, parce qu'on est aussi passionné de vin autant que de bière. Donc on reçoit du raisin de vigneron, le presse, on vinifie, et ensuite progressivement on insère du mou de bière dans le vin. Donc ça fait une co-fermentation entre du vin et de la bière. Et puis après, on a une sélection de boissons artisanales qu'on achète directement aux producteurs. Donc on a du cidre, du vin nature, des kombucha, des sodas artisanaux. Voilà. D'accord. Alors donc il y a
la partie usine, la partie bar. Il y a évidemment cet espace extérieur qui, dès les beaux jours, est extrêmement investi, d'ailleurs par beaucoup de familles aussi. Il y a toutes sortes de populations ici, c'est ça que j'aime bien. Comment tu définirais un peu l'esprit du lieu, le profil des gens qui viennent ici? On essaie beaucoup de travailler sur la mixité, effectivement. Donc tu as aussi bien des familles que des teufeurs, que des gens qui viennent de différents courants musicaux et du coup différents courants artistiques et des populations aussi qui s'allient ensemble. Des gens qui font du théâtre, des papis-mamies qui viennent danser rock'n'roll le mardi soir, voilà, et on aime bien, on travaille activement à ce que toutes ces populations trouvent leur compte ici, s'approprient le lieu, y apportent une touche en proposant des choses sur le lieu, d'accueillir un peu tout le monde de la même façon, avec la même envie, et donc un lieu de mixité. On essaye d'en faire le plus possible un lieu de mixité, un lieu de liberté où tu peux te sentir à la maison. C'est complètement ça, et surtout, ce qui est hyper impressionnant, c'est que tu proposes très régulièrement des animations de tout genre. Donc là, on a la scène ici qui est souvent investie. Donc ici, moi, j'ai vu des concerts, beaucoup, notamment musique africaine. Je crois que tu es assez branché musique africaine, rock africain, etc. J'ai vu du stand-up, j'ai vu des spectacles de drag queen, j'ai vu des DJ sets, évidemment. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est qu'ici, à Gallia, il y a une discipline locale qui est quasiment olympique, c'est le hula hoop. Absolument. Comment c'est venu cette histoire de hula hoop? Alors c'était Olivier qui est le fondateur du bar qui s'est mis à faire du hula hoop parce qu'un jour il a vu une meuf en faire et qui cartonnait, c'était super. Et il s'est mis à essayer, à tenter, il a vu tout le niveau possible que tu pouvais acquérir, à faire des figures. Voilà, et tu peux te mettre presque dans un état de transe en faisant du hula hoop si tu parles longtemps, si tu as du bon son, voilà. Et c'était un peu son créneau, et c'est devenu un peu comme ça, un truc que plein de gens se sont mis à faire. Et lui, il n'avait pas le profil du hula hooper type, hula hooper, je ne sais même pas comment on dit, type, quoi, donc il n'avait pas ce physique de l'emploi, et c'était génial, ça faisait un contraste qui faisait vachement marrer les gens et qui donnait envie d'essayer. Et du coup, on s'est mis à apprendre pas mal aux gens, à tous se mettre à en faire, à contacter des assos de hula hoop. On a fait une journée internationale du hula hoop, on en a fait 2 même. On a inventé la journée internationale pantinoise du hula hoop. Ouais. On en a fait 2, donc on donne des cours. C'est chouette parce que ça désinhibe et ça crée un truc un peu rigolo, de lien entre les gens, entre les groupes de gens. Ça brise un peu la glace. Ça brise un peu la glace, ouais. Tu prêtes attention aux autres parce qu'ils sont en train de prendre de la place, parce qu'ils font du hula hoop, tu les contournes, t'as ce truc un peu. On aime bien. Ici, ce qui est marquant, c'est que dès le départ, le lieu a pris. Comment t'expliques que ça ait tout de suite pris? C'est quoi les ingrédients qui font un peu la recette? Je pense qu'il y avait un vrai besoin à Pantin de lieux, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés dans cette ville, qui s'y sentent bien, ou qui sont venus un peu en sachant pas trop ce qu'ils allaient y trouver, voilà. Et puis en même temps, il y a cet essor, c'est une ville qui est en pleine effervescence, et donc il y avait besoin de ça. C'est un lieu qui est atypique, enfin, le fait que la bière elle soit brassée sur place, c'est pas anodin, c'est plutôt rare. Il y a tout un... Moi je suis d'abord arrivée en tant que cliente, et donc j'étais là le jour de l'ouverture, et on était la veille de l'ouverture, on disait waouh, il y a un bar qui va ouvrir, un bar cool à Pantin, incroyable. Il y avait plus ce besoin d'aller dans Paris pour aller chercher un endroit où boire des verres. Et un état d'esprit, il y a un espèce de truc qui s'explique pas, qui est très libre pour moi, c'est à la fois un lieu de diversité, de mixité, mais aussi beaucoup de liberté, quoi. Et ouais, il y a un petit air de liberté dans Pantin, un truc d'oasis aussi, le fait que tu passes le portail et que... C'est planqué, on soupçonne pas. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas envie d'afficher en énorme devant, parce que ça garde, t'as l'impression d'avoir un peu découvert un bon secret quand tu passes le portail. Qu'on vous dévoile aujourd'hui. Ne me remerciez pas. Mais justement, il y a aussi une dimension du passé de Pantin, qui est le passé industriel de la ville, à travers cet endroit qui est un témoignage aussi c'est cette logique-là. On comprend, enfin, pour moi, c'est aussi un symbole de la transformation de la ville, Gallia. Il y en a qui disent ouais, c'est un truc de bobo, machin. Comment tu te défends de ça, s'il y a lieu à se défendre de ça? Ouais. En fait, c'est pas forcément, c'est un truc de bobo, mais de gentrification. C'est un des symboles de la gentrification. Évidemment, on y participe. Enfin, c'est un lieu qui fabrique de la bière dans une ville du 93. Voilà. Enfin, évidemment, toutes les recettes sont là pour gentrifier. Après, la question, c'est pas de défendre ça, c'est de défendre ce phénomène
et de voir comment est-ce qu'on peut contribuer à accueillir tout le monde, à accueillir d'autres publics, à faire en sorte que la bière reste accessible tout en ayant un lieu qui soit le plus possible à l'équilibre. Donc pour moi ça passe beaucoup par la programmation effectivement, à la fois parce que c'est ma passion et parce que c'est aussi ce que je constate qui amène un public différent, qui va aimer le lieu. Si tu les accueilles super bien, et en fait ils vont s'y sentir super bien, ils vont te proposer des choses, ils vont ramener leurs potes et d'un coup ça se mélange et c'est ça qui pour moi, et j'ai un peu une obsession avec ça mais c'est primordial. Donc en programmant des événements plus ancrés hip-hop, rap, musique africaine, t'as d'autres publics qui viennent, qui kiffent, à qui tu montres qu'on a envie qu'ils soient là, qu'on a envie de pas être entre blancs, gentrifiants, bobos, et même si c'est trop cool et que c'est important, et que l'idée c'est d'aimer tout le monde pareil et d'accueillir tout le monde pareil, quoi. Donc beaucoup par la programmation, le travail avec les assos, on fait beaucoup d'événements associatifs avec, je sais pas, Solidarité Migrants Wilson par exemple, tu vois, ça c'est notre teuf préféré parce qu'à la fois tu vas avoir un drag queen show sur scène qui va monter une tombola avec plein de réfugiés qui vont débarquer dans le lieu, qui vont kiffer, avec des gens qui font de la coiffure solidaire, avec de la techno et tout le monde qui danse à la fin et qui kiffe, tu vois, c'est charmé parce que tu as les teufeurs et les différents publics qui se... Alors justement, tu parles de programmation, qu'est-ce que tu nous réserves là, pour les semaines à venir, voire les mois à venir? Ça va être quoi les moments que tu attends là, de pouvoir nous proposer? Alors on a toujours on a des gros rendez-vous qu'on adore annuels, la fête qu'on fait le 13 juillet. Donc ça on ouvre les cuves, donc l'usine, la zone de fermentation, et on monte un dance floor entre les cuves. On monte des lives ici, c'est une fête qui dure toute la nuit, donc ça c'est un moment qu'on aime bien. Fête de la musique, l'année dernière on l'a faite avec Radio Nova, j'espère qu'on pourra le refaire cette année. Et là on se garde des beaux lives sous le coup de tout ça. Et l'Oktoberfest qui est notre grand rassemblement annuel, donc là on invite plein de brasseries en France et à l'international artisanales. Ils vendent leur bière ici, on sert la bière que dans des shops de 1 litre. Et on met du spectacle, du concert, des animations d'art de rue, des choses comme ça. Donc ça c'est chouette. Et puis là, alors on a quelques beaux rendez-vous qui sont créés. On a Dynasty qui vient régulièrement, qui fait une résidence chez nous une fois par mois, qui fait un set hip-hop et qui est toujours très cool. Dynasty qui est le précurseur du hip-hop en France. On en a beaucoup parlé récemment dans la série Le Monde de Demain sur Arte. Et justement, moi je venais de voir la série quelques jours avant et j'arrive ici juste pour boire un verre. Il y a Dynasty qui arrive au platine, j'ai pas compris. Quoi. Je savais pas qu'il venait. Voilà, donc typiquement, il peut y avoir des apparitions un peu magiques comme ça. Ici. Ouais, carrément. Ouais, ça fait quelques mois qu'on travaille avec lui, avec les gens autour de lui. Et qu'on a ramené justement ce truc un peu hip-hop qui est chouette et qu'on aime beaucoup, et qui est une musique qu'on adore, donc c'est chouette. Bon merci Emeline pour ton accueil. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous êtes au courant maintenant du secret le moins bien gardé de Pantin, parce que ça y est, je crois que les gens sont un peu au courant que le Bar Gallia existe. Bar Gallia, rue Méhul, petite coin de paradis dans le 93. Merci. À bientôt, à très bientôt Emeline.